Née à Champignelles en Meurthe-et-Moselle, dans un milieu modeste, Elise Fischer a hérité de sa mère la passion des livres et de l'écriture et de son père la passion de la terre. Elle cultive son potager, taille les arbres, gratte la terre. La tête vers le sol, l'esprit s'élève. C'est toute la philosophie d'Elise Fischer que l'on retrouve dans ses livres, empreints à la fois d'innocence et de profondeur. Journaliste pour 2 titres de la presse écrite chrétienne, France catholique et Panorama, elle anime sur RCF l'émission littéraire Au fil des pages. Écrivain prolifique, 25 romans en 13 ans, 6 distinctions dont la feuille d'or de la ville de Nancy, elle puise son inspiration dans l'histoire des familles lorraines. Pour autant, pas de nombrilisme, pas de site, pas de blog, Elise Fischer a l'humilité des grands. Sa devise « Meurt et devient », mais ce qui prime avant tout, c'est le regard porté sur l'enfance à qui l'adulte doit tout s'il ne veut pas devenir un barbare. Les secrets sont faits pour être découverts et lorsqu'ils sont enfouis dans la solitude des consciences, ils trouvent leur délivrance parfois dans les hasards et peut-être même les provoquent-ils. À mes côtés, Elise Fischer, donc vous êtes l'auteur de « Je jouerai encore pour nous ». Voilà, bonjour. C'est un roman d'amour, mais un roman d'amour contrarié par le passé. Oui, comme quelquefois c'est le cas. C'est un roman d'amour qui commence en 1975, qui commence à Nancy, donc avec l'orchestre du conservatoire. À l'époque, c'était comme ça, sous la direction de Noël L'Ancien qui a existé, Oui. et Daniel Weinberg, qui est un vrai pianiste, qui était venu en 73, ne peut pas revenir à fin 75, et il faut d'urgence trouver une remplaçante pour le concerto numéro 5 de Beethoven, le concerto dit l'Empereur pour la partie piano. Alors Noël L'Ancien se souvient qu'il y a à Strasbourg une petite prodige qui s'appelle Anaïs, qui est formée par Hélène Boski, qui a aussi existé. Donc jusque-là, on est dans le grand classique. Et elle vient pour 2 concerts. Et c'est là que démarre l'histoire, voilà. en fait, et qu'on est plongé après dans le Nancy de 1942. Oui. Alors, justement, à ce propos-là, est-ce qu'on dirait que l'histoire ne souffre pas l'imposture et qu'effectivement, qu'à un moment ou un autre, ça sort, il faut que ça sorte? C'est un petit peu ça, finalement. Notre présent, quand on y réfléchit, on a toujours des petites choses qui vont et qui vont moins bien. Et quand on commence à réfléchir au passé, à interroger les parents, à interroger une tante, il y avait pourquoi, quand j'étais petite fille, par exemple, à tel repas, etc., il s'est passé des choses, je n'étais pas à l'aise, dis-moi, pourquoi maman a pleuré, pourquoi... Et on remonte toujours le passé. Et on va mettre le doigt sur le point, sur l'année, sur une période qui a fait mal. Et là c'est juillet 1942. 42. Voilà. Et alors là, j'étais très surprise, finalement, vous êtes hyper documentée. Et j'ai vérifié la rue du Pont, par exemple. Effectivement, le bâtiment a été racheté par des juifs polonais. Donc tout ça, ça demande un travail incroyable, oui, quand même, de recherche. Et c'est ça qui est passionnant. Oui. Je ne suis pas historienne, mais je suis passionnée par l'histoire. Et je pense que la grande histoire, elle est faite de l'histoire des petites gens, des gens simples. Ils font l'histoire et ils s'inscrivent dans la grande histoire. Et leur histoire au commun, au quotidien, elle n'est pas innocente. Elle est le reflet, ils ont grappillé. Elle est comme ça parce qu'il y a la grande histoire qui s'est déroulée. En juillet 42, comme vous le soulignez, c'est à Nancy une époque terrible. C'est la même chose que ce qu'il s'est... méconnu quand même. Alors, à Nancy, non, pas trop, parce qu'il y a quand même eu un film qui a été tourné. À Nancy, il s'est passé la même chose qu'à Paris. C'était la rafle du Veldiv et c'est l'opération Vent printanier. Mais elle n'a pas uniquement existé à Paris, c'était dans toutes les grandes villes, à peu près dans les mêmes jours de juillet. Il était décidé de rafler les familles juives. Et à Nancy, les wagons des chemins de fer étaient à quai et attendaient les familles. Et ce qu'il y a eu de merveilleux, parce qu'on a tellement de fois tapé sur des policiers qui n'avaient pas été très cool, comme on dit aujourd'hui, très droits, très bien, qui étaient à la solde de l'Allemagne nazie, là, à Nancy, ils se sont dit, on ne peut pas laisser faire ça.
et ils ont fait échouer la rafle. Ils ont réussi à prévenir 400 familles. Il y a quand même eu 40 arrestations, ce qui est peu, ce qui est toujours trop bien sûr, mais ce qui est peu par rapport à ce qui s'est déroulé ailleurs. Et bon, simplement les familles qui ont accepté de partir ou de se cacher ont eu la vie sauve. Et ça m'intéressait. Donc ces policiers, leur nom est inscrit au monument de Yad Vashem à Jérusalem, ils sont justes. Et il y a d'ailleurs eu un film réalisé par Patrick Volson, en partie tourné à Nancy, et qui s'est appelé Le devoir de désobéissance. Voilà. Et donc vous, c'est un peu votre marque de fabrique, les romans historiques régionalistes, déjà de plus en plus maintenant? Pas de plus en plus, parce que enfin, moi j'appartiens à une région, j'en suis fière. Je trouve que la Lorraine, bon un petit peu de l'Alsace, parce que maman est alsacienne, mais la Lorraine c'est quand même 4 départements. Elle a une histoire entre la Lorraine francophone ou celle qui a été annexée. Elle a une histoire, elle a un passé. Elle a aussi encore de beaux monuments malgré les bombardements et les guerres qui se sont déroulées ou bien on a très bien reconstruit. Et j'ai toujours envie de dire aux Lorrains qui sont très, vous savez, un peu très timides, très, pas très exubérants, mais soyez fiers de votre région, levez la tête, elle est belle et ça en vaut la peine. C'est peut-être pour ça qu'un jour j'ai pris la plume. Et vos romans, ils sont bien sûr historiques et ça on le vérifie, mais en même temps c'est des romans sentimentaux. Le sentiment a son importance. Là c'est une histoire d'amour et très souvent les personnages principaux sont des femmes. Pourquoi? Il y a eu parfois, avec le colporteur, c'était un homme. Peut-être parce que je suis une femme. Parce que aussi, je pense que dans ce qui est une histoire d'amour, la femme a un rôle très important. Elle est celle qui va transmettre la vie, puisque c'est elle qui accouche. Hein. On peut pas faire autrement. C'est la femme. Donc, dans une histoire d'amour, on est deux, mais c'est la femme qui va donner la vie. De son ventre va jaillir la vie et elle va forger l'avenir. Donc ça, c'est important. Donc moi, je suis femme, je peux comprendre, je peux me mettre parfois à la place. J'épouse au fond toutes les femmes, qu'elles soient méchantes, qu'elles soient laides, qu'elles soient jolies. Je me mets un peu à leur place et peut-être que ce sont un peu mes sentiments et ça me permet d'écrire. Et finalement, vos histoires, elles racontent elles sont très, je dirais, c'est vendeur. C'est vendeur à chaque fois parce qu'on a l'impression que tout le monde s'y retrouve et on aime entendre ces histoires qui nous sont proches finalement. Alors oui, parfois j'emprunte à moi, mais ce qui est merveilleux, c'est que ce que j'emprunte à moi-même, à ma propre histoire, que je vais mettre dans un roman ou que j'emprunte à des cousines ou à des amis, bon, tout ça, ça me touche de près, disons. Et ce qui est merveilleux, c'est de rencontrer des lectrices et des lecteurs qui vont vous dire ce que vous avez raconté là, sur le père, sur la mère. Si vous saviez combien ça m'a touchée, c'était comme si je lisais ma propre histoire. Et ça, pour moi, c'est une belle récompense. Alors, on disait effectivement que vos thèmes de prédilection, les femmes, les enfants aussi. Les enfants, aussi écrit beaucoup sur les enfants. Oui, si vous voulez, je suis journaliste aussi. Et avant de me lancer dans les romans, même si je les écrivais déjà, même si je ne les montrais pas encore à des éditeurs, j'avais tout de même publié des documents sur les droits de l'enfant. Il y a d'abord eu Les enfants de l'apartheid, où je me suis intéressée à l'Afrique du Sud quand Nelson Mandela était encore en prison. Ça, c'est dans les années 86. Et je savais que s'écrivait la Convention des droits de l'enfant, donc qui devait être publiée à l'ONU, rendue publique en 1989. Et ça a été Feu sur l'enfance. Alors c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un docu-fiction, puisque c'est un journaliste qui part et qui fait le tour du monde avec ses 2 filleuls, des jumeaux, un garçon, une fille, et qui raconte un peu partout comment ça se passe au niveau des enfants, les enfants qui travaillent, qui sont abusés, qui n'ont pas droit à l'amour, qui ont perdu leurs parents, qui sont pris dans les conflits, etc. Et donc c'était important. L'enfant, c'est important parce que c'est l'adulte de demain. Et je me dis que nous, en tant qu'adultes, on doit veiller sur les enfants. Ça doit être important parce que c'est un peu comme la terre. Nous en jouissons, mais elle ne nous appartient pas. Il faudra la léguer aux enfants. Eh bien, c'est pareil, les enfants, on leur doit tout pour qu'ils soient des adultes accomplis. Alors, à la mort de sa mère, Anaïs a été élevée par sa grand-mère. De son père, elle ne sait pas grand-chose, si ce n'est que c'était un héros de la résistance. Pourtant, le personnage cadre mal avec les hauts faits de résistance qu'on lui attribue. Des zones d'ombre laissent planer un doute. Écoutez. Qu'Anaïs ne fasse pas la même sottise que sa mère.
Elle ignore que je suis au courant de certains agissements de M. Jacques de Lérimont. La fortune qu'il a amassée si rapidement et dont il a pu faire état peu après la guerre, il ne la doit pas qu'à sa seule particule. Je ne puis le croire. Son mariage avec ma fille, bien qu'il ait été célébré avec faste ici, comptait fort peu d'invités de sa famille, quelques amis et relations dont le nombre tenait sur les doigts d'une seule main. Ne se prétendait-il pas être orphelin ? De mon côté, bien que mère célibataire, comme on dit aujourd'hui, il y avait de nombreux amis et proches. Mes parents vivaient encore et pour Lisbeth, malgré les rancœurs nourries à mon égard, ils furent présents. D'autres membres de la famille sont venus de Suisse et du Luxembourg où ils s'étaient établis pour n'être pas du côté des Boches pendant la guerre. Oncles et tantes, cousins et cousines avaient donc répondu à mon invitation. La famille se reformait et j'en étais heureuse pour ma fille. Jacques de Lérimont épousait Lisbeth Lange, dont il se disait très amoureux. J'ai toujours douté de sa sincérité sur ce sujet. Selon moi, il avait besoin de se mettre à l'abri. Alors finalement, cette histoire elle révèle deux secrets, celui de la grand-mère et celui du père. Alors Anaïs, elle est fière quelque part de son père, puisqu'elle pense que c'est un héros de la résistance, mais en même temps, elle n'a pas pris son nom. Il y a un paradoxe là. Oui, il y a un paradoxe. Quand on lit le livre, on s'aperçoit qu'en fait, elle a été très peu élevée par le papa. Elle a perdu sa maman très jeune, elle était fille unique et c'est en fait Mathilde, donc la grand-mère, qui va venir la chercher quand elle a une dizaine d'années et qui va l'élever. Et c'est beaucoup mieux parce qu'elle va lui permettre de jouer du piano, d'apprendre et de devenir la concertiste douée que l'on rencontre à 20 ans quand elle arrive à Nancy. Alors là, on aborde les secrets de famille. Alors ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et de plus en plus. Enfin, de plus en plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans notre région, on a l'impression que ça existe beaucoup. Peut-être dans d'autres régions moins, je ne sais pas. À quoi ça pourrait être lié, ces secrets de famille, selon vous ? Alors, je pense que dans notre région, du fait des guerres, par exemple en Lorraine, qui n'est pas la Lorraine francophone, celle qui a été annexée, comme en Alsace, il y a des secrets de famille douloureux. Il faut quand même savoir qu'il y a eu des jeunes hommes qui n'ont pas accepté, par exemple, dans des secrets proches, de partir combattre pour l'Allemagne en se disant « mais je risque de tuer mon cousin qui habite ne serait-ce qu'à Nancy », puisque les familles n'étaient pas toujours positionnées au même endroit. Donc on n'a pas dit et on n'a pas révélé aux enfants. Certains aussi ont choisi le mauvais côté, mais bon, est-ce qu'on sait si on choisit le bon côté ou le mauvais côté ? Bon, des enfants naissent et puis ils vont vivre leur histoire d'amour et c'est le cas d'Anaïs et de Nathanaël. Et on va voir que ça n'est pas aussi simple. Le père d'Anaïs, lui, qui se vante d'avoir libéré Baccarat et Strasbourg avec la deuxième DB, était un homme extraordinaire qui ne devait pas aimer l'occupant, les nazis, et s'appelait Nathanaël, puisque Nathanaël, lui, il est juif. Sauf que son père et son grand-père ont été arrêtés. Ils ont fait partie des 40 personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils n'avaient pas voulu quitter son magasin de musique dans la grande rue, non loin du musée Lorrain. Et c'est là que finalement les destins de deux familles se croisent à nouveau. Oui, 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Alors quel est le personnage principal de ce film, de cette histoire ? Ce serait Mathilde ? Alors Mathilde, elle détient beaucoup de choses, elle a les clés de beaucoup de choses, Mathilde, la grand-mère. Anaïs, au fond, et Nathanaël ont hérité de l'histoire. Le père d'Anaïs, qu'on va découvrir un peu plus tard au fil des pages dans son roman, est aussi très important. C'est surtout un homme qui n'est peut-être pas aussi beau qu'on l'imagine, qui s'est acheté une image. Il vit aux États-Unis, c'est un homme d'affaires puissant, il a à cœur de donner aux bonnes œuvres. Là aussi, il police son image, il la fait belle, il est un notable, il veut être respectable, etc. Mais... La question, c'est que vous faites intervenir à chaque fois, il y a 3 narrateurs principaux dans votre livre, c'est Nathanaël, Anaïs et Mathilde. Et à un moment, quand même, vous faites intervenir le père, Jacques de Lérimont. Oui. Il va intervenir parce que c'est le moment où les choses vont se dénouer. C'est le moment où Nathanaël, parce que Nathanaël veut comprendre pourquoi sa famille juive fait obstacle
au mariage qui doit unir les deux jeunes gens, puisqu'elle attend un bébé, et donc et la grand-mère dit non, 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 tu n'épouseras pas cette fille-là. Or, la famille juive, ils sont très liés, très ligués, a fait des enquêtes. Elle sait des choses que ne sait pas Anaïs et que soupçonne Mathilde. Mathilde non plus ne sait pas tout, mais elle soupçonne. Elle ne comprend pas comment un homme qui a été aussi amoureux de Lisbeth peut s'être comporté comme il s'est comporté ensuite avec Lisbeth à Paris, lui interdisant de jouer du piano parce que la maman d'Anaïs aussi aimait jouer du piano, interdisant à sa fille ensuite d'apprendre. La maman lui apprenait en cachette. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est intolérable pour Mathilde. Mais pourquoi cet homme est-il ainsi ? Et en plus, peu de monde au mariage, du côté de... Il n'y avait personne du côté des Lérimont. Il avait perdu sa mère, disait-il. Le père était déjà mort. Il n'y avait plus de famille. Il y avait simplement un nom avec une particule, un beau nom, une belle grande famille dans les souvenirs, mais personne de présent en chair. Alors la question aussi, comment est-ce qu'on peut porter l'erreur ou la faute du père? Alors là, maintenant, on se place du côté d'Anaïs. Alors est-ce qu'elle aurait pu avoir un autre destin que celui qu'elle a eu? Parce qu'à ce moment-là, quel aurait pu être ce destin? Son destin, c'était de devenir effectivement pianiste, ce qu'elle commence à être quand elle rencontre Nathanaël, qui lui est violoniste. Et c'est vraiment d'être connue sur toutes les scènes du monde. Elle a déjà joué à Londres, elle a déjà joué à New York, elle a déjà joué dans pas mal d'endroits, à Berlin et ailleurs, et de continuer une très grande carrière de concertiste. Malheureusement, elle a de l'intuition. Je dis malheureusement pour elle, sans que nous révélions tout. On sait qu'on va vers un dénouement grave et elle va porter la faute de ceux qui l'ont précédée. Et elle n'a pas d'autre solution que de se mettre en avant, de se mettre en grand danger pour peut-être réparer. C'est aussi une histoire de rédemption. C'est très difficile aussi, je crois que Alexandre Jardin avait évoqué aussi cette histoire d'enfant. Oui, parce qu'il a eu un grand-père qui était le collaborateur de Laval. Vichy, oui, voilà. Donc là aussi, ce sont des secrets. Il s'est longtemps douté, Alexandre, de cette histoire, et il a fallu qu'il s'en délivre. Alors Anaïs veut présenter Hélène Bauchy à Nathanaël. Ils arrivent au Conservatoire de Strasbourg lors d'une leçon de piano. Ils entendent l'interprétation de la chanson triste composée par Henri Duparc. Écoutez. Dans mon cœur dort un clair de lune, un doux clair de lune d'été. Et pour fuir la vie importune, je me noierai dans ta clarté. J'oublierai les douleurs passées, mon amour, quand tu berceras mon triste cœur et mes pensées dans le calme aimant de tes bras. Tu prendras ma tête malade, oh, quelquefois, sur tes genoux, et lui diras une ballade qui semblera parler de nous. Et dans tes yeux pleins de tristesse, dans tes yeux alors je boirai tant de baisers et de tendresse que peut-être je guérirai. Alors ça, c'est le passage que vous avez choisi. Pour quelle raison ? Parce que j'aime beaucoup cette chanson. En écrivant le livre, je faisais beaucoup de recherches sur la musique parce qu'on y parle beaucoup de Ravel, on y parle beaucoup de Fauré. Et je suis tombée sur Duparc. J'aime aussi parfois la musique assez contemporaine, on va dire. C'est la fin du 19e, début du 20e. Et c'est, je crois, Christiane Castelli qui chante ces paroles qui doivent être d'Henri Casalis, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Le livre est déjà écrit depuis quelques mois, terminé depuis quelques mois. Et j'ai trouvé que Christiane, puisque c'est accompagné simplement au piano, chantait ça merveilleusement et c'est une vraie douleur. Et comme Anaïs porte cette douleur, non seulement son cœur peut être un peu malade, mais sa tête aussi. Et ça correspondait tout à fait à l'histoire. D'ailleurs, après, Nathanaël, qui appelle Analyse Tendre Amour, lui dit « Mais tu n'es pas malade, Tendre Amour, c'est pas possible ». Alors la musique, elle a quand même un rôle très important aussi. Je dirais que c'est presque un personnage à part entière, la musique, parce qu'elle relie les peuples, les cultures. Elle n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières. Et cette musique-là, est-ce que... je crois savoir que vous êtes croyante ?
Oui, bien Croyant. sûr. Est-ce que la musique, pour quelqu'un de croyant, c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est un lien vers la spiritualité pour vous? Je pense, hein, quand on va dans les couvents, quand on va mais même dans d'autres religions, la musique est toujours le support pour s'adresser aux forces qui sont tout autour de nous, qui sont plus haut que nous, en nous, et qui nous viennent de si loin. Donc je pense que la musique est un vrai lien. C'est l'art, c'est la plus belle expression, c'est un dialogue, oui, c'est quelque chose que l'on tisse et qui s'élève. Est-ce que vous pourriez parler de la nature divine du son? Est-ce que Ah, vous diriez... Oui, Oui. quand on voit un pianiste, par D'accord. exemple, ou une pianiste, pour parler de la manière dont les doigts vont effleurer les touches, on peut dire qu'il ou elle a un toucher perlé. Bon, les perles, c'est le joyau dans sa plus belle expression, ce que l'on va pêcher tout au fond de la mer. Bon, la nacre qui est sur les touches de piano ou l'ivoire et le toucher perlé. Puis maintenant, ah non, surtout pas parce que je défends les éléphants. Bon, mais on fait de J'ai encore un belles. piano en ivoire. Vous aussi, vous avez. Et puis ça prend le jaune tout de suite, Ça c'est prend embêtant. jaune. Vous pratiquez du Non, piano? les enfants en ont joué parfois. Alors, j'aurais voulu quand j'étais petite fille. Donc, il y a toujours un piano à la maison et donc ils ont appris avec la méthode Rose. Donc, moi aussi, j'avais appris avec la méthode Rose et j'arrivais un petit peu à jouer à deux doigts. Bon, j'avais fait du solfège au lycée. Je peux lire en clé de fa, en clé de sol. Il n'y avait pas trop de problème. Je leur faisais réciter. Mais la musique dans une maison, dans un lieu, un monastère, dans la nature, c'est quelque chose de merveilleux. C'est fédérateur. Je pense. En même temps, oui. Oui. Et donc là aussi, vous avez dû... enfin, il y a une connaissance incroyable. Il y a le Kaddish aussi. Vous parlez du Kaddish aussi. C'est un moment très émouvant aussi au début du livre. Parce que en fait, Ravel, qui n'était pas forcément croyant, avait écrit donc des musiques pour des prières hébraïques. Et notamment en 1920, je crois, il a écrit ce Kaddish. Et évidemment, Nathanaël prépare le concert donc avec Anaïs et lui dit: si nous sommes bissés, est-ce que vous me permettrez de jouer, moi, le petit juif, le Kaddish? Alors le Kaddish, dans la religion juive, c'est la prière qui est jouée, c'est la prière des morts, c'est le Kaddish des endeuillés. Donc il joue et sur scène il peut expliquer: moi, le petit juif, moi dont le père et le grand-père ont été emportés à Nancy, je leur dédie, ainsi qu'à tous ceux qui ont disparu, ce Kaddish de Ravel. Alors, Parce que 1975, c'est une date importante à Nancy. Je voulais vous dire, enfin Nancy oui, ailleurs. justement, il y a voilà. voilà. C'est le 100e anniversaire de la naissance de Ravel. Voilà. Donc Voilà, il y avait c'est ça. Beethoven qui devait être joué, mais il y avait des pièces de Ravel qui seraient données pour célébrer Ravel. Alors encore une fois, je trouve que la documentation, vous documentez d'une façon incroyable, alors que ce soit au niveau musical, des personnages qui ont vraiment existé à Nancy, que ce soit au niveau historique. Comment faites-vous pour sortir tous les ans un livre? C'est incroyable ça. Ah bah, Vous travaillez sans arrêt. peut-être que je ne dors pas beaucoup, alors donc je peux lire, me documenter, je suis une curieuse, ce sont peut-être les longues études que je n'ai pas faites et que je continue ainsi à faire. Je me sens toujours en formation, toujours un peu étudiante, et puis cette l'histoire me passionne. Et puis j'aime la musique, j'ai la chance d'avoir un mari très mélomane, j'aimais déjà beaucoup la musique, et donc avec lui on va beaucoup au concert, beaucoup à l'opéra, et c'est un vrai bonheur. Voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup, Élise Fischer, d'avoir accepté cette invitation. Je vais encore vous demander un petit exercice. Auparavant, c'est d'aller vers le tableau et d'écrire 3-4 mots, peut-être d'un prochain roman. Une petite phrase. Une petite phrase, voilà. On va faire ça. Voilà, et donc encore une fois pour présenter votre livre, donc c'est déjà paru, hein. Je jouerai encore pour nous, donc c'est aux éditions Calman Lévy. La parution, c'est paru il y a très peu de temps, hein. Oui, c'est en septembre. Voilà, c'est en septembre. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. À très bientôt entre les lignes.